Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons aborder deux sujets passionnants. Durant la deuxième heure, nous allons tenter de découvrir ce qu'est la physique quantique, quelles en sont les théories, comment les physiciens qui travaillent, qui cherchent, voient-ils notre monde et les possibilités d'autres mondes, figurez-vous. Je recevrai tout à l'heure donc Emmanuel Ransford, qui est physicien bien entendu et auteur d'un livre qui a pour titre La nouvelle physique de l'esprit, c'est paru aux éditions Le Temps Présent, et sa théorie à lui, pour interpréter le mécanisme de la physique quantique, c'est la psychomatière. Qu'est-ce que la psychomatière ? Eh bien c'est de la matière, toute la matière, les particules élémentaires, qui seraient dotées d'une particularité plutôt psychique au sens primitif du terme bien entendu. Alors, nous en parlerons durant une heure, mais avant, avec Renaud Évrard et Pierre Massias, nous essaierons de débattre un petit peu sur ce qu'est la physique quantique et les applications que cela peut avoir dans le monde des phénomènes paranormaux. Mais pour cette première demi-heure, nous allons tenter de répondre à cette question qui taraude beaucoup d'astrophysiciens et de scientifiques en règle générale. La question est: sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est le titre d'un livre qui vient de paraître aux éditions EPA. Les deux auteurs seront mes invités dans quelques secondes. Ils s'appellent Igor Bogdanov et Grishka Bogdanov. Alors vous le savez, la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque ces noms, c'est la vulgarisation scientifique. Ils viennent de publier un livre vraiment extraordinaire. Et côté scientifique, ça va bien pour eux, merci. Igor est docteur en physique et Grishka est docteur en mathématiques. Vous voyez qu'avec eux, en principe, on ne devrait pas se perdre. Donc, nous allons découvrir l'univers, la création de la vie, comment est-ce que la vie est arrivée chez nous et comment est-ce qu'elle peut-être se retrouve quelque part dans l'univers. Et ensuite, nous parlerons de physique quantique. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. J'ai le grand plaisir de recevoir dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio Igor et Grishka Bogdanov. Igor Bogdanov, bonsoir. Bonsoir. Grishka Bogdanov, bonsoir. Bonsoir, la voix n'est pas tout à fait la même, mais ça se reconnaît quand même. Bon, très bien. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux dans mon émission à l'occasion de la publication de votre livre qui s'intitule « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers », un livre publié aux éditions EPA. Avant de parler du sujet même de ce livre, quand on parle des frères Bogdanov, tout ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la vulgarisation scientifique. Alors, Igor ou Grishka, qu'est-ce qui vous a donné envie et surtout le talent de traduire des concepts assez complexes finalement en histoire que tout un chacun peut comprendre? Eh bien, au fond, nous pensons, et en cela nous sommes peut-être un petit peu différents de ceux qui aujourd'hui sont les praticiens de la science. Nous pensons que la science est une aventure qui doit absolument être partagée. À la différence de certains scientifiques qui pensent que c'est trop compliqué, qu'il y a trop d'équations, que le langage est intraduisible et par conséquent que, au fond, les scientifiques sont seuls habilités à vivre ce domaine, ce monde, traverser effectivement ces régions qu'on appelle donc la science. Et c'est surtout vrai d'ailleurs en physique théorique. Eh bien, nous pensons au contraire que la science est un territoire merveilleux, qui fascine et qui est beaucoup plus simple qu'on ne pourrait l'imaginer, et que effectivement il impose un certain nombre de règles, mais qui sont minimales, et qu'on peut le traverser avec émerveillement, sans être pour autant équipé de tout le bagage, de toute la formation que les scientifiques eux-mêmes, les praticiens, peuvent effectivement revendiquer. Ouais. Ce qui est clair, c'est que il existe, et c'est pour être un petit peu plus large, une grande une sorte de figure générale qui est celle du progrès humain, qui a été liée à ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, donc, partage du pouvoir, et nous pensons qu'il existe une démocratie tout aussi importante
qui est dans le domaine du savoir, qui est le partage du savoir. Ouais. De ce point de vue-là, la démocratie du savoir, pour nous, est au cœur de ce que nous pensons, au cœur de ce qui nous fait rêver, et au cœur aussi de ce qui nous fait agir. Partager effectivement le mystère du monde et son émerveillement avec les autres, eh bien, c'est ce qui nous pousse à non seulement fabriquer des concepts en sciences, mais aussi à les élargir dans le cadre de ce que nous n'appelons pas d'ailleurs effectivement la vulgarisation, mais l'élargissement. Et nous pensons effectivement que toute vraie dimension scientifique, tout vrai progrès scientifique et ce qui caractérise finalement la science dans son fondement, c'est quelque chose de simple. Quand il y a un vrai progrès, il est communicable. Ouais. Et il repose sur des choses simples. Alors, Igor et Grishka Bogdanov, parlons maintenant de votre livre « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers » aux éditions EPA. Un grand beau livre, comme on le dit dans le métier, extrêmement bien documenté. Avant de s'intéresser même à savoir s'il y a de la vie ailleurs, il faut essayer de comprendre la vie ici. Comment est-ce qu'elle a démarré? Comment est-ce qu'elle s'est construite? Comment on est passé du solide au vivant? Et ça, qu'est-ce qu'il faut en quelques mots comme facteur pour que la vie émerge quelque part? Ah ben, en fait, pour que la vie émerge quelque part, il faut d'abord des conditions exogènes et des conditions endogènes. Alors je m'explique. Sur le plan astronomique, il faut qu'il y ait un système solaire. Ouais. Ce système solaire, lui, doit être composé, bien évidemment, d'un soleil, et puis, autour de ce soleil, de planètes qui gravitent autour. Mais attention, le soleil et la planète doivent être d'un type tout à fait particulier. Parce que comme les lecteurs de ce livre le découvriront, s'ils ne le savent déjà, il existe quantité de soleils qui sont beaucoup plus gros que le nôtre, beaucoup plus massifs. Quelquefois, ça peut être 100 à 1000 fois plus rayonnant, etc. Donc dans ce cas-là, au contraire, plus petit. Ouais. Et Plus chaud et plus froid. Plus chaud et plus froid, comme dit Grishka. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se trouve en face d'un soleil qui, comme Antares par exemple, est incroyablement plus gros et plus rayonnant, plus énergétique que notre soleil, eh bien ça veut dire que ce genre de soleil-là n'a pratiquement aucune chance, si ce n'est aucune d'ailleurs, de contenir un système solaire. Ce sont des soleils dits de première génération, qui sont donc des monstres stellaires, des étoiles monstrueuses, Ouais. qui ne présentent absolument pas de planètes en orbite autour d'eux, tout simplement parce que ce sont des étoiles dites légères. Elles n'ont pas d'éléments lourds. Elles sont en train de les fabriquer, ces éléments lourds. Et lorsqu'elles auront épuisé toutes les réserves d'hydrogène qui les constituent à 90%, eh bien, elles vont se transformer en supernova, elles vont exploser, et ça veut dire que projeter tous les éléments lourds qu'elles auront fabriqués dans les régions centrales vers l'extérieur, et ce sont ces éléments lourds qui donneront naissance plus tard à des planètes. Peut-être. Puisque sur Terre, il y a évidemment des éléments lourds dont vous, moi et tous les objets qui nous entourent sont constitués. Ouais. Donc ça, c'est la première condition. Il faut que l'étoile soit relativement petite, qu'elle appartienne à une catégorie qui s'appelle les étoiles de type F ou éventuellement pas F, G par exemple, parce que les F sont éventuellement propices à la vie, mais disons que elles sont pas dans le cœur de cible. Le cœur de cible, ce sont des étoiles de type G, comme notre Soleil, et éventuellement on peut descendre en dessous, on peut aller jusqu'à des étoiles de type M, qui sont des naines brunes, qui, bien qu'elles soient beaucoup moins chaudes que notre Soleil, qui lui rayonne en température de surface à peu près à 6000 degrés, elles vont rayonner, elles, vers 3200 degrés, mais si, et c'est la deuxième condition, il existe des planètes solides, que ces planètes soient situées à la bonne distance, c'est-à-dire en l'occurrence là, c'est en gros, il faudra compter à peu près entre 50 et 70 millions de kilomètres pour un petit soleil de type M, naine brune, donc il faut s'approcher plus près pour recevoir les bonnes quantités de rayonnement, mais si les conditions d'éloignement sont respectées, eh bien à ce moment-là, on a des chances, de fortes chances pour que la vie puisse se développer. Ouais.
Alors là, je me retourne vers vous, Grishka. Dites-nous un petit peu quel est le mécanisme assez étonnant qui se produit pour que l'on passe de quelque chose de solide, j'allais dire, de tout à fait inanimé, à quelque chose d'animé. Quel est cette petite instant de magie qui donne vraiment la vie? Est-ce qu'on en a une idée? Ah, Louis, là, vous frôlez le mystère suprême. Ah, complètement, oui, c'est la création de la vie. C'est là où se rejoignent à la fois un certain nombre de connaissances, dont des connaissances nouvelles d'ailleurs qui sont récentes, et puis en même temps des interrogations, car les biochimistes, les biophysiciens qui se rejoignent sur cette frontière ont conscience du fait que quelque chose est encore irréductible sur cette frontière, et que des phénomènes qui sont fascinants recouvre d'autres événements qui sont sous-jacents et que on ne comprend pas encore. Mmh. Il y a, en quelque sorte, dans l'histoire de la vie, il y a deux choses. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'évolution. Donc on passe effectivement de l'inerte au prévivant, puis du prévivant au vivant. Ouais. Et ce saut du prévivant au vivant, eh bien, c'est effectivement un saut qui contient un certain nombre de vides, qu'on appelle des chaînons manquants et que pour l'instant, évidemment, on n'est pas encore complètement capable de comprendre. Mais malgré tout, un certain nombre de choses aujourd'hui, par rapport à ce que nous savions il y a 10 ou 15 ans, commencent à être mieux comprises. Mieux comprises par quelle discipline? Eh bien, essentiellement par ce qu'on appelle la biophysique. C'est une discipline nouvelle qui est différente, bien entendu, de la biochimie. Et cette discipline nouvelle nous amène à découvrir qu'il existe des passerelles entre le monde physique, c'est-à-dire le monde de la matière, et le monde du vivant, le monde biologique. Ouais. La biophysique, c'est une solution de continuité, en fait, presque idéale, hein, entre ces deux mondes. Alors, pour dire quelques-unes des découvertes qu'on a fait dans les 10 dernières années, on a découvert par exemple que les molécules prébiotiques, par exemple des acides aminés, un certain nombre de briques fondamentales de la vie, eh bien, elles sont dotées de propriétés de capillarité, de propriétés de rapprochement les unes avec les autres, ou au contraire d'éloignement les unes par rapport aux autres, qui sont très mystérieuses, parce qu'on ne sait pas pourquoi elles se comportent comme ça, mais au bout du compte, ce qui se passe, c'est que ces briques, eh ben, elles fabriquent des maisons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette recette de fabrication, personne ne sait d'où elle vient, ouais. Parce qu'elle est inscrite effectivement dans la matière, et elle est là, hein, c'est qu'effectivement on voit que les briques, elles se rapprochent ou elles s'éloignent, elles fabriquent des structures de plus en plus complexes. Il y a un principe de complexité. Ce principe de complexité, eh bien, il est observable, comme on observe un certain nombre de choses dans la nature, eh bien dans la nature on l'observe. Et on l'observe au cœur même de ces phénomènes de l'infiniment petit, qui devient infiniment complexe. Ouais. Eh bien, pourquoi et comment? Là commence effectivement le mystère, parce que il est très difficile de dire pourquoi certains sauts, qui sont des sauts infranchissables, eh bien, sont malgré tout franchis. Et on nous dit effectivement on nous disait jusqu'à présent, que comme la nature n'est pas très économe et qu'elle est, en un certain sens, alors je dis une chose paradoxale parce que la plupart du temps on dit qu'elle est économe, mais non, elle n'est pas très économe quand on considère, par exemple, l'éparpillement de toutes les solutions possibles face à un espace immense qui est l'espace où le hasard va effectivement tenter toutes les solutions. Alors on dit effectivement on est dans une loterie et si vous avez effectivement un seul billet à acheter, vous avez moins de chance que si vous achetez 1 million de billets. Évidemment. Et la nature, elle achète 1 million de billets. Oui, c'est vrai. Simplement, il est extraordinaire de voir que dans certaines situations, le hasard joue un rôle extrêmement restreint. Et que, en fait, il est très contraint par autre chose. Cette autre chose, c'est ce que le grand biologiste Monod appelait une nécessité sous-jacente. Cette nécessité sous-jacente correspond à des lois. Ces lois sont engrammées au cœur de la matière et elles nous obligent à nous poser la question, mais quelles sont exactement ces lois? Alors on commence à les comprendre, mais surtout, qui les a écrites? Comment sont-elles apparues? Justement, ça, on n'a pas la réponse. Ça, c'est une question que je voudrais poser aux physiciens. Igor, Oui. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? On développera évidemment toute la démarche que vous avez écrite dans votre livre lors d'une prochaine émission où j'aurai le plaisir de vous avoir dans la première quinzaine de janvier. Mais cette question est essentielle parce que sommes-nous seuls dans l'univers? Les deux réponses sont absolument effrayantes et fascinantes en même temps.
Oui, parce que en effet, je posais d'ailleurs la question ce matin à une amie. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu préférerais qu'on soit seul dans l'univers, ou bien est-ce que tu préférerais avoir la certitude que, bien, voilà, les planètes sont habitées, Ouais. et que nous ne sommes pas seuls? Elle m'a dit, effectivement, je ne sais pas. Parce que, en effet, on a le sentiment que la certitude que la vie s'est développée ailleurs et qu'elle a pu donner naissance à d'autres êtres intelligents et éventuellement à d'autres civilisations, Pourquoi pas, ouais. cette certitude-là fait un petit peu peur. Nous, Gershka et moi, nous sommes convaincus depuis très longtemps que, en regardant donc, en levant les yeux vers les étoiles, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Parce que ce qui s'est produit sur la Terre il y a 3,8 milliards d'années, c'est nécessairement reproduit ailleurs, pour peu que les conditions soient réunies. La vie ne demande qu'à apparaître. Lorsque on observe, par exemple, un nuage interstellaire comme la nébuleuse d'Orion, eh bien, dans la nébuleuse d'Orion, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va découvrir que cette nébuleuse est saturée d'acides aminés, qu'il y a là-bas, il y a de l'eau, il y a du carbone, il y a toutes sortes d'éléments qui sont déjà des éléments constitutifs de la vie. Voilà, prébiotiques, et on voit que pour peu qu'un certain nombre de conditions soient réunies, bien la vie va forcément apparaître. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'on constate que toute l'histoire de l'univers, depuis le feu initial, au moment du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, jusqu'à aujourd'hui, 13,5 milliards d'années après, où nous sommes là pour observer cet univers, pour l'analyser, pour voir de quoi il est fait, pour comprendre de mieux en mieux son histoire, eh bien on se rend compte que tout ça préside à une sorte de, comment dire, de développement dont aucun élément n'aura été laissé au hasard. Autrement dit, ce que l'on doit bien comprendre, c'est que depuis la première soupe de quark, la soupe primitive, jusqu'à l'hydrogène qui apparaît dans les 3 premières minutes de l'univers, et puis plus jamais après. Ce qui fait d'ailleurs, et on peut le rappeler pour nos auditeurs, que lorsque l'on boit un verre d'eau, eh bien, on va boire des atomes d'hydrogène qui ont été fabriqués pendant les 3 premières minutes de l'hydrogène, de l'univers. Mais plus jamais après. Il n'y a plus de synthèse d'hydrogène. L'usine à hydrogène est fermée parce que l'univers se refroidit, que les conditions d'énergie ne sont plus suffisantes et que ensuite cet hydrogène, lui, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rassembler dans les grands nuages d'hydrogène qui vont donner naissance à des monstrueuses étoiles, qui vont fabriquer des éléments d'eau, qui vont exploser, qui vont donner naissance à des corps planétaires, et ainsi de suite. Et la vie va démarrer comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toute cette aventure nous confronte à un enchaînement d'événements qui sont de plus en plus complexes. L'univers devient de plus en plus complexe. C'est l'aventure même de la complexité. Et donc cette aventure-là conduit nécessairement à la vie et nécessairement à la conscience. C'est ce qu'on doit comprendre. Ce qui s'est produit sur la Terre n'est qu'un événement banal qui évidemment s'est reproduit partout ailleurs. Il existe 100 milliards au moins d'étoiles dans notre galaxie. Eh bien, si nous ne retournons qu'un %, eh bien, on dira qu'il existe encore 1 milliard d'étoiles susceptibles d'abriter la vie. Donc la réponse est oui. Comparable au nôtre. L'univers regorge de vie, il est saturé de vie. Dernière question rapidement, Grishka, avant de vous libérer, parce que vous avez pas mal d'obligations. Question intéressante à poser à un mathématicien. Et Dieu dans tout ça, puisque vous avez parlé de qui a écrit ces lois? En fait, la réponse est toujours la même. Quand on s'appuie sur le hasard, c'est comme si on s'appuyait sur un mur friable. On finirait par tomber. Ouais. Il faut bien autre chose. Il faut un maçon pour effectivement fabriquer l'ordre dans lequel nous vivons. En un certain sens, le physicien théoricien, le physicien mathématicien plutôt, et d'ailleurs plus mathématicien que physicien, répondra de la manière suivante. En fait, nos travaux, Igor et moi, nous ont amenés à nous interroger sur l'origine de l'univers. Et quand on s'interroge sur l'origine, on s'interroge sur la création. Quand on s'interroge sur la création, on se demande, mais qui a mis le feu, comme le disait le grand Stephen Hawking, qui a mis le feu aux équations? Ouais. Eh bien, en fait, notre conviction, après des années de recherche, est que non seulement l'univers n'est pas né par hasard, mais que, en plus, comme le dit un très grand astrophysicien américain,
L'univers n'est finalement pas une grande machine, mais c'est une vaste pensée. Comment comprendre ce que, effectivement, je viens de dire? Eh bien, c'est très simple, finalement. Il y a 3 étages à la réalité. Ouais. La réalité est une belle architecture avec 3 étages dont finalement les 3 sont visibles, bien que le premier étage, en fait, si on peut dire, soit difficile à percevoir. Regardons effectivement sur l'étage qui est le nôtre, qui est celui de la matière. C'est au fond le premier état, la première étape dans laquelle effectivement on peut concevoir la réalité et la percevoir, agir sur elle, et elle agit sur nous. Bon, c'est la matière. Un grand physicien, le plus grand probablement, qui ait jamais été amené à développer ses recherches et qui a été connu en physique théorique, c'est Albert Einstein qui dit qu'il existe une équivalence entre la matière et un autre état plus subtil de la réalité qu'on appelle l'énergie. Donc c'est le deuxième état finalement de la réalité. Ouais. Donc l'énergie, c'est par exemple la lumière, c'est la force de gravitation, c'est ce qui fait que nous marchons sans décoller de notre planète, etc. Donc puis c'est aussi la force forte et la force faible. Ce sont des interactions qui sont présentes mais qui sont visibles indirectement, mais pas directement. Ouais. C'est pas comme la matière. Eh bien, nous pensons en fait qu'il existe un 3e état, qu'on appelle le 3e étage en quelque sorte de la réalité, qui lui est encore plus subtil et que nous appelons l'information. L'information, ce sont les lois, justement. Les lois de l'univers, font les équations. Et la grande question qui se pose, c'est à quel moment est-ce que cette information se manifeste? Eh bien, elle se manifeste bien entendu maintenant, mais d'une manière cachée. Alors qu'autrefois, il y a très longtemps, lorsque l'univers est apparu, elle se manifestait effectivement de manière dominante, cette information. Lorsque le Big Bang commence, on est dans un déferlement d'énergie, un torrent d'énergie qui aujourd'hui a engendré la matière. Lorsque le Big Bang commence, c'était il y a 13 milliards, 700 millions d'années. Oui. Eh bien, avant le Big Bang, c'est passé quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, il faut remonter jusqu'à l'instant zéro pour le trouver. Et ce que l'on trouve sur ce point que les physiciens théoriciens depuis tant d'années ont cherché, qu'on appelle la singularité initiale, eh bien, c'est non plus de la matière n'existe pas sur le point zéro, à l'instant zéro, pas encore. Ce n'est pas non plus de l'énergie n'existe pas à cet instant zéro, bien sûr que non. Eh bien, c'est encore autre chose. Et cette autre chose, c'est précisément l'information. Cette information, elle est telle qu'elle contient tout ce qui, effectivement, va permettre ensuite à l'univers de se développer. Nous avons employé pour ça une image avec Igor, et nous disons que cette information sur le point zéro est exactement dans le même ordre d'idée que l'information génétique qui va permettre à un animal ou à un être humain de se développer et de grandir, etc. Donc c'est en quelque sorte un code. Et le code génétique pour un être vivant existe, et c'est ce qui nous permet effectivement à tous d'exister, mais à l'échelle de l'univers, on peut lui comparer l'existence d'un autre code que nous pouvons appeler le code cosmologique, qui lui est une information primordiale à partir de laquelle tout l'univers va non seulement apparaître, mais ensuite évoluer de manière très précise. Et la grande question que vous posiez tout à l'heure, Dieu dans tout cela, elle se résume à ça, c'est qui ou quoi, quelle entité, quelle transcendance a créé ce code qui lui va permettre effectivement d'engendrer tout le reste, c'est-à-dire l'univers sous sa forme énergie et sous sa forme matière. C'est toute la grande question. Mais en effet, sur ce point zéro, il s'est bien passé quelque chose, et il y a bien eu une information originelle, une écriture en quelque sorte, d'essence mathématique, purement mathématique, et cette essence mathématique, elle nous amène à conclure, comme l'a dit un jour un très grand mathématicien, Dieu a créé les nombres et la nature a fait le reste, c'est certain, mais un autre grand mathématicien a dit, si Dieu existe, de toute façon, il est lui-même mathématicien. Le physicien est d'accord là-dessus, Igor. Ah, totalement, il est absolument d'accord, parce que la physique et les mathématiques, évidemment, sont faites pour correspondre étroitement et profondément l'une avec l'autre. J'imagine bien. Merci beaucoup en tout cas, Igor Bogdanov. Merci beaucoup d'être sorti d'une réunion rapidement pour pouvoir répondre à mes questions. Grishka Bogdanov, merci également.
Ah merci, mais merci à Sud Radio surtout. C'est une joie de nous retrouver parmi ceux qui sont presque nos concitoyens, parce que effectivement on est nés dans le Gers. Oui, donc, tout à fait. Donc Sud Radio pour nous c'est notre pays. C'est un retour au pays. Merci voilà. À tous les deux et on se retrouve première quinzaine de janvier à l'occasion de la publication d'un autre livre et on reviendra sur celui-ci plus en détail si vous le voulez bien. Merci mille fois. On parlera des deux en même temps et on sera deux. Okay. Tout ira bien. Bonne fête de fin d'année à tous en tout cas. Hein. À vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Après Igor et Grishka Bogdanov, ils ne sont pas frères jumeaux, mais ils sont très souvent ensemble à l'antenne. Ils viennent me rejoindre. Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir Louis. Renaud Évrard également est en ma compagnie. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Alors, on peut recommander évidemment le livre des frères Bogdanov, Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, aux éditions EPA. Très beau bouquin à s'offrir pour ces fêtes de fin d'année. Nous avons commencé tous les trois plutôt, à recommander des livres. C'était hier soir. Ce soir, je vous propose de continuer avant de retrouver tout à l'heure, d'ici une petite demi-heure, Emmanuel Ransford pour parler de physique quantique. Une petite parenthèse quand même, avant d'attaquer les bouquins. Renaud Évrard, Pierre Massias, quelle est selon vous l'importance, parce que la physique, on connaît, mais la physique quantique a vraiment ouvert un autre champ d'investigation qui semble être beaucoup plus large. Quelle est l'importance dans la science actuelle et dans la science à venir de la physique quantique, selon vous? On parle là de manière tout à fait vulgarisatrice, nous sommes d'accord. Hein. Renaud Évrard. C'est une grande question parce que je pense que ça révolutionne pas seulement la physique, mais tous les domaines du savoir sur des aspects qu'on pourrait dire fondamentaux, épistémologiques, et puis ça pourra donner peut-être lieu à des applications, ou en tout cas à une ouverture à des phénomènes qui ne rentraient pas jusqu'à présent dans la science, quoi. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de prudence à avoir et il y a une vulgarisation qui est assez mal faite parfois de cette physique quantique. Et donc moi, j'avance prudemment sur ce point. On dit par exemple que grâce à la physique quantique, on peut expliquer, toujours selon la théorie évidemment, hein, vous m'arrêterez l'un et l'autre si je dis des bêtises, mais on peut expliquer la voyance, on peut expliquer les univers, l'existence d'univers parallèles, etc., oui, etc. Il y a un lien parce qu'il y a beaucoup de physiciens parmi les théoriciens de la physique quantique depuis le début. Pauli, on peut penser aussi à Pascual Jordan, Josephson maintenant, Costa de Beauregard. Il y en a beaucoup qui se sont penchés sur ce lien qui leur paraissait assez évident et qui a parfois même motivé vraiment leur travail de ce côté-là, quoi. Donc pour eux, c'est vrai que finalement ça devient pensable, ça devient dans le domaine du pensable, tous les phénomènes paranormaux grâce à la physique quantique. Donc pourquoi pas? C'est vrai que au niveau des parapsychologues, les théories penchent de ce côté-là, quoi. Ouais. Parce que c'est vraiment, y a vraiment un travail à faire très intéressant, quoi. Quelle est la différence entre la physique et la physique quantique? Pierre Massias. Ouh là là. Juste expliquer en quelques mots sur en quoi ça consiste, peut-être. Je suis loin d'être spécialiste. Évidemment, c'est pour ça que je vous pose la question. Grosse bêtise. La physique. La physique relativiste, on a la physique einsteinienne, on va dire. Donc un espace à 3 dimensions avec le temps en plus. Je suis un petit peu collé là parce qu'il faut vraiment posséder ces notions. Je vais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Renaud. Il faut vraiment posséder ces questions pour les expliquer clairement. Ouais. Alors, selon vous, est-ce que ça apporte un vrai plus, un vrai champ d'investigation? Est-ce que c'est tout l'avenir de la science va passer à travers la physique quantique finalement? Pas tous les domaines de la science. Disons que la physique quantique amène un plus, une étape nouvelle par rapport à la physique mécaniste. Maintenant, derrière la physique quantique, il y a encore des choses comme la théorie des cordes et des choses toutes nouvelles qui arrivent.
qui restent des théories, qui restent des constructions, qu'il reste encore à démontrer, à bien comprendre, d'abord à démontrer l'existence et ensuite à en comprendre les mécanismes. Au niveau de la physique quantique, il y a encore deux écoles principales qui se disputent un petit peu sur son interprétation. Donc, ce sont des avancées de la science qui restent des avancées de la science. Il y a un parapsychologue français, enfin quelqu'un qui est considéré un petit peu comme parapsychologue en français, décédé récemment, c'est Costa de Beauregard, qui lui était physicien, qui connaissait très bien, qui faisait partie des spécialistes de la physique quantique au niveau mondial, qui s'est intéressé à la parapsie, qui a cherché à faire le lien entre phénomène psy et physique quantique, et même si lui n'était pas opposé, on va dire, à des notions de rétrocausalité, c'est-à-dire qu'un événement du futur pouvait avoir une conséquence dans notre présent. D'accord. Ça peut amener à la notion de prémonition, mais attention à la notion non seulement. Costa de Beauregard était quand même assez perplexe quant à l'application de la mécanique quantique à la parapsychologie. Ça permettait d'avoir une autre vision, d'apporter une vision autre, nouvelle à la parapsychologie, au psy, à faire émerger, disons, des idées nouvelles aussi, mais quant à en rester le principe explicatif, je pense quand même que Costa de Beauregard n'en était pas à ce stade-là. Oui, d'accord, loin de là. Il est facile, il est trop facile. C'est pour ça que j'hésite à décrire la physique quantique, à décrire un petit peu tout ce domaine-là. Il faut être très pointu dans le domaine pour donner un avis réellement. Effectivement, c'est très complexe à comprendre, on est tous d'accord là-dessus, mais comme disait Renaud, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce sera finalement l'avenir de la science? Une bonne partie de l'avenir de la science va passer à travers l'interprétation, la compréhension et la mise en application de ce que la physique quantique est en train de mettre sur pied. Les univers parallèles, différentes notions de temps, etc. Nécessairement, la science dépend de la physique quantique. C'est une avancée scientifique sans équivalent. Enfin, c'est majeur, vraiment. Majeur, oui, plutôt majeur. Comme il y en aura d'autres après. Ça donne une nouvelle vision de l'univers, une vision qui n'est pas intuitive, loin de là. Déjà, la mécanique relativiste de Einstein, c'est pas intuitif. Alors, la mécanique quantique, c'est encore moins intuitif. C'est extrêmement complexe, c'est vrai. Tout à fait. Et à l'heure actuelle, encore, il y a plusieurs écoles. Il y a deux écoles qui se disputent l'interprétation de la mécanique quantique. Dire que ça va faire avancer la science, oui, sans conteste, c'est l'avenir. Dire qu'on peut le ramener à la parapsychologie, c'est un raccourci qui me paraît trop rapide pour le moment. Beaucoup trop rapide en fait. On a beaucoup trop tendance à ramener des phénomènes microscopiques dans le macroscopique. Oui, c'est-à-dire qu'en étudiant des particules et comment elles se comportent, on en tire ce qui n'est pas encore des théories, des hypothèses, mais ce qui n'est pas encore des lois, et on extrapole encore plus pour dire, voilà, si ça se passe au niveau du photon, ça peut se passer au niveau de l'être humain, de ses facultés psy, etc. En fait. Voilà, et donc là, sans doute aller beaucoup trop vite. Ouais, doucement, quoi. Doucement. Il y a quand même des gens qui font ce passage en allant à la vitesse qu'il faut, avec le formalisme mathématique, avec l'expertise dans le domaine. Je pense par exemple aux Allemands qui construisent la Weak Quantum Theory, la théorie quantique faible, qui est une théorie quantique s'adaptant à des systèmes qui peuvent être microscopiques comme macroscopiques. Donc, ce qu'ils appellent eux des systèmes non classiques finalement aussi. Et ces gens-là sont des physiciens, Armand Romer, professeur de physique à Freiburg, Harald Mansparer et Harald Wallach. Et c'est
quelque chose qui a été publié dans des revues de physique traditionnelles, Foundation of Physics, depuis 2002. Il y a plusieurs articles et c'est quand même une voie à la fois entre la physique, les limites de la physique actuelle, et puis ce qu'on appelle physique exotique ou alors parapsychologie, c'est-à-dire des phénomènes qui ne rentraient pas encore dans ce giron et qui pourraient peut-être s'expliquer de cette façon-là, quoi. D'accord. Donc il y a quand même des avancées significatives dans ce domaine, quand même. Tout à fait. Bien. Il me paraît quand même difficile d'associer ce genre de phénomènes microscopiques, macroscopiques. Comment, par le fait que deux particules restent reliées, bien qu'elles soient distantes, qu'elles n'aient plus de contact entre elles, elles sont reliées par appelons un lien quantique. En quoi ça amène, autrement que par l'idée, le fait que, l'idée que deux personnes sont reliées de manière télépathique. Je ne vois pas le lien entre deux particules et deux personnes. Là, on est au macroscopique. Mais ça veut dire que le lien existe et qui peut se reproduire après ailleurs. Non, ça veut dire que l'idée du lien peut être émise. Maintenant, on est loin de la démonstration du lien entre deux personnes. On peut dire, oui. Au niveau macroscopique... On sait que deux photons, quand on change un, il y a l'autre qui change aussi. Quand on étudie l'état de l'un, on a aussi l'état de l'autre. Parce que même s'ils sont distants, qu'ils ne se touchent pas physiquement et réagissent de la même manière et au même moment, ça on le sait. Ça a été prouvé, on le sait. Mais on peut dire, si ce phénomène se passe entre les deux photons, peut-être qu'il peut se passer entre deux êtres humains. Mais ce n'est au mieux une hypothèse. Ouais. Sinon, une spéculation. C'est un point de vue, c'est vrai que c'est un point de vue, ça paraît délicat, mais il y a des arguments, et je pense que, j'invite les vrais spécialistes à étudier ces publications, parce qu'il y a simplement cet argument que quand on voit ce changement, ce photon qui réagit en même temps, on le voit dans le monde macroscopique. L'expérimentateur qui fait sa mesure, il est dans le monde macroscopique. C'est-à-dire qu'on a projeté ces phénomènes et on les a bloqués dans le monde microscopique selon les auteurs dont je parlais de Weak Quantum Theory, par des principes mathématiques, mais qui viennent ad hoc, c'est-à-dire au fondement même de ce travail, il n'y aurait pas forcément ces interdits-là, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est à suivre parce que s'ils ont publié et bien avancé, ça va peut-être arriver dans le monde scientifique populaire scientifique, pas encore populaire dont nous faisons partie. Je parle de la grande communauté scientifique, ça peut peut-être arriver finalement d'ici quelques petites années, peut-être pas attendre 10 ou 20 ans, mais d'ici peut-être 5-6 ans, ça peut être intéressant, vraiment. Bon, on va faire une pause parce que c'est bien gentil la physique quantique, mais on a des cadeaux à faire, des cadeaux à trouver. Évitez les bouquins de physique quantique, ou alors vachement vulgarisateur et très simplifié. Oui, et encore. Et encore, c'est compliqué. Mais en tout cas, on fait une pause et ensuite, on propose les quelques livres d'idées cadeaux que nos auditeurs et auditrices pourront faire parce que reste plus que, même si les magasins sont encore ouverts demain dimanche et lundi matin, il y a encore quelques possibilités de faire des cadeaux. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Renaud Évrard, Pierre Massias, avant de retrouver Emmanuel Ransford et parler de physique quantique, nous allons donner quelques idées de cadeaux à ceux et celles qui nous écoutent. Alors, je commence avec vous, Pierre, puisque hier, vous nous avez impressionné par la pile de bouquins que vous avez amenés. Vous n'avez pas pu tout épuiser, donc il vous reste encore quelques minutes pour en présenter quelques-uns. Allons-y. Alors, Renaud et moi, on vous écoute. Avant de passer à la physique quantique, on va faire un détour par l'art. Oui, ça me plaît bien. Pour intéresser un petit peu tout le monde. Et en fait, il existe un bouquin qui s'appelle Art, Spirit, Médiumnique, Visionnaire, qui a été édité à l'occasion d'une exposition à la Halle Saint-Pierre à Paris en fin 99, début 2000. Et dans lequel on va trouver des œuvres, des descriptifs d'œuvres de peintres dits médiumniques. Oui. Des gens qui, tout d'un coup, alors qu'ils étaient mineurs, pour le plus célèbre d'entre eux, des gens qui n'avaient vraiment rien à voir avec l'art, du jour au lendemain, se sont découverts des talents d'artistes. Oui. Alors qu'ils n'avaient jamais touché un pinceau de leur vie. Tout à fait, oui. Il y a même des gens comme
un Chinois, si je me souviens bien, qui du jour au lendemain a décidé de se consacrer complètement à la peinture. Il avait une famille, une femme, des enfants. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne subviens plus aux ressources de la famille. Ouais. Je me consacre complètement à ma peinture. Et du jour au lendemain, il est devenu peintre. Il a été reconnu quelques années après, quand il a fait un petit peu le forcing pour faire une exposition dans la rue de ses œuvres. Et donc, on y retrouve des peintres comme parmi les plus célèbres des Moulins. On y retrouve aussi Victorien Sardou. Alors, j'ai déjà parlé d'un bouquin sur Mars. Victorien Sardou, par exemple, qui était quand même auteur dramatique. C'est bien l'auteur dramatique français, qui est l'auteur de Madame sans gêne. Oui, célèbre pièce. C'est Victorien Sardou a fait quand même des peintures absolument, on va dire, dans l'idée de l'art spirit, tout à fait médiumnique. Oui. C'est figuratif, c'est un peu abstrait, c'est à cheval entre les deux. Il y a de tout. Il y a du très abstrait, du figuratif, du géométrique. Là, il faut avoir peut-être l'âme artistique. Ce sont plutôt des personnes orientés art qui vont apprécier ce bouquin. On le trouve encore parce que... Oui, j'ai vérifié toutes les références sur Internet, au moins sur Internet, sur les sites de vente en ligne. Oui, sur Amazon, etc. On le trouve. D'accord. Très bien. Vous rappelez le titre, s'il vous plaît ? Art Spirit, médiumnique et visionnaire, aux éditions Webec. Aux éditions Webec. Très bien. On se référera au site. Oui, absilente.org, on aura sur le site, on aura toutes les références de ces livres. Renaud Évrard, encore un livre dans la manche, un dernier pour vous ? Oui, alors ce serait le livre de poche de parapsychologie, c'est La conscience invisible de Dean Radin. C'est un livre qui a été publié à l'origine en 1997, donc ça commence à dater pour ce que ça se veut être un livre de référence en parapsychologie expérimentale, donc il y a une dizaine d'années qui sont passées. Mais il a été ressorti en 2006 dans les collections J'ai lu, au milieu de livres plus ou moins divertissants, plus ou moins dangereux, enfin il y a un peu de tout. Et donc il y a ce livre-là avec un titre d'éditeur à conscience invisible qui ne dit pas vraiment de quoi ça parle, mais c'est très étonnant. On va ouvrir ce livre, on va voir que les 50 premières pages nous parlent de statistiques, de méta-analyse, mais on fait mais c'est quoi ? Et en fait, si on arrive à dépasser ça et à suivre, et normalement c'est assez bien expliqué, on aboutit à voir toutes les références du dossier de parapsychologie expérimentale. C'est un des meilleurs livres sur ce point. Moi, j'ai commencé avec ça. C'est le premier truc que j'ai lu, c'est vraiment passionnant. Il y a un chapitre sur la fin qui donne les différentes théories, les différentes perspectives, le rapport avec les sceptiques aussi, l'histoire un peu de ce qui s'est fait et comment ça se fait. Et c'est vraiment, c'est une autre dimension. Et ça, je conseille pour des étudiants, pour des jeunes, pour des gens qui veulent s'intéresser au dossier, mais par le côté rigoureux, par le côté vraiment scientifique, c'est très intéressant, quoi. Quand vous dites des jeunes, c'est-à-dire pas forcément dans l'âge, mais des jeunes dans le monde de l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Oui, c'est accessible à un lycéen. C'est une écriture quand même assez qui a été faite pour le public, pour le grand public. Donc c'est accessible à partir du lycée. On y trouve quoi ? Des descriptions des expériences. Merci, des descriptions d'expériences. Des discussions, on recense les critiques, on y répond, on resitue vraiment le contexte et on n'apprend pas à faire ça soi-même, quoi. C'est pas, mais on se rend compte d'une situation, d'une démarche, d'un progrès dans la parapsychologie scientifique et c'est vraiment ce livre-là qui a été une clé, justement, un point d'appui dans cette dimension. Ouais. Pierre Massias, un livre que vous avez lu, j'imagine, non ? Le Dean Radin, mais qui ne l'a pas lu encore ? Non, évidemment, c'est je suis tout à fait. C'est la base, vraiment, la référence, vraiment. C'est l'une des références. C'est peut-être la plus récente, sinon l'une des plus récentes en France, même s'il a une dizaine d'années. Très bien. C'est à connaître. Vraiment. Un autre livre, Pierre. Pioché dans la pile incroyable que vous avez amenée. Alors,
On est dans les livres un petit peu plus relatifs à la parapsychologie, à ce que c'est, un petit peu plus instructif, on va dire. Ce Conscience invisible, il peut être lu aussi bien par des lycéens, voire par des universitaires. Hein. C'est une bonne approche même pour eux. Ouais. Le but du jeu, c'est de donner un point d'entrée pour ensuite creuser les références. Et de mon côté, maintenant, je pourrais partir vers des livres en anglais. Oh là, on va... Oui, vous êtes gentil. On va penser à des universitaires. Beaucoup de monde maintenant parle l'anglais. Puis, ça fait non seulement des livres éducatifs, enfin des livres qui parlent de parapsychologie, de phénomènes exceptionnels, et en plus c'est éducatif dans la mesure où il faut s'atteler à l'anglais. On bosse l'anglais. Vous êtes gentil, oui. Je sais pas si c'est vraiment un cadeau à faire, mais bon, allez-y. C'est, à mon sens, quand même un cadeau. En fait, j'en ai deux comme ça sous la main. Oh, les cadeaux pourris. Je t'ai offert un bouquin en anglais. Non, beaucoup plus de jeunes que vous ne croyez parlent l'anglais sans problème. Oui. Renaud, vous, ça vous ferait plaisir des bouquins en anglais, évidemment. Ah oui, mais pourtant, avec à l'heure d'Internet, tout le monde sait son anglais, son Harry Potter. On l'achète tout de suite, quoi. On n'attend pas. Oui. Vous lisez même en allemand, en plus. Oui. Et là, la traduction risque de pas venir, c'est un peu problématique. Les meilleurs livres sont parfois vraiment dans des langues qui ne sont pas le français, quoi. Donc, tout à fait. Ah, ça existe d'autres langues que le français? C'est bizarre, ça. Alors, ces deux bouquins, présentez-les-nous, Pierre. Alors le premier, ça va être Varieties of Anomalous Experience. Pardon pour. J'adore votre accent. Avec plusieurs auteurs. C'est Krippner, Cardena et Lynn qui sont éditeurs de ce livre. Oui. Bravo, tout juste, très très bonne réponse. Bah, vous êtes des spécialistes en même temps. Hein, donc... Oui, non, celui-là est connu, l'autre aussi est connu, disons par. Alors, par on y trouve quoi donc dans ce livre-là? Dans ce livre-là, en fait, c'est un catalogue des expériences dites exceptionnelles. On ne dit plus parapsychologie, on dit expériences exceptionnelles. Ouais. Donc, dans quel cadre elles se produisent, comment on les aborde. Il y a une première approche de l'abord. Et puis ça explore des choses comme les expériences hallucinatoires, les rêves lucides, les sorties hors du corps, des choses comme les abductions. Les enlèvements donc par les extraterrestres. Voilà. Ou prétendus tels en tout cas. Oui. Les expériences de mort imminente aussi sont abordées dans ce bouquin. Et donc ça fait un petit peu le tour de manière, alors on n'est jamais exhaustif, mais de manière extrêmement complète, de tous ces vécus des témoins qui amènent en fait les scientifiques à se poser des questions sur l'homme, ce qu'il est, comment il fonctionne et ce qu'il a dans la tête. Et qui vont donner donc lieu à la parapsychologie. Ouais, d'accord. Ça c'est intéressant. Donc c'est vraiment, on rentre dans le mécanisme là. Hein. C'est le manuel. Enfin pour moi, je rebondis. Je ne vais pas le dire, mais c'est un des livres vraiment clés. Ça a été publié par l'Association psychologique américaine. Tous les auteurs sont professeurs universitaires. C'est vraiment d'un niveau mais excellent. Si vous connaissez le DSM, le manuel utilisé par les psychiatres pour prescrire les médicaments, mais là c'est le DSM des expériences exceptionnelles et il y a vraiment que du bon. Il y a à chaque fin d'article, chaque chapitre, il y a 5 pages de bibliographie. On n'a jamais vu autant de références. C'est vraiment le livre à traduire. Ça a été publié en l'an 2000. C'est la meilleure vente de l'Association psychologique américaine et c'est pas encore traduit. Donc voilà, c'était mon petit cri du cœur. Ouais, non, mais si un éditeur l'entend, effectivement, ça peut être intéressant de bosser là-dessus. Ah oui, ce serait fabuleux. Ouais. Donc très bon bouquin. Parfait. Très bon bouquin. En anglais. Et c'est très dense. C'est quand même très dense. Ah oui. En plus, c'est un bouquin qui il comporte pas de photos, je crois même qu'il n'y en a pas du tout. Il a une très très jolie couverture. Enfin, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de dessin. Pour le coup, il y a peut-être des dessins qui traînent ici ou là, mais j'ai pas vu de photos. L'autre livre, parce que le temps est compté, Pierre. Eh bien, parmi les auteurs donc de ce bouquin de Varieties of Anomalous Experience, on y trouve Harvey J. Irwin, qui lui a publié un bouquin il y a quelques années, ça fait 3-4 ans, je sais plus, qui s'appelle An Introduction to Parapsychology.
donc de Harvey J. Irwin. Depuis, il l'a réédité en compagnie en prenant un co-auteur qui est Caroline Watt. Donc, ce sont deux personnes qui sont très connues dans le milieu de la parapsychologie. Et pour le coup, ça nous donne, comme son nom l'indique, une introduction à la parapsychologie, mais extrêmement complète. Ça décrit donc les phénomènes qu'on rencontre, mais cette fois par rapport à l'autre, qui est plus complet que l'autre bouquin, au niveau de l'étude scientifique de ces phénomènes. Donc on a d'un côté, avec le bouquin de tout à l'heure, ce qu'on va rencontrer chez le témoin, et à travers ce bouquin-là, comment on va l'aborder Donc très dans le domaine scientifique. En fait, très complémentaire en fait. Et on va repasser par les thèmes courants, psychokinèse, survivance. Il y a l'hypothèse de la survivance, en faisant référence à Stevenson, les poltergeists, les sorties hors du corps. On y trouve aussi un chapitre sur les théories du psy. Donc on retrouve aussi des choses, des théories qui tournent autour de la mécanique quantique, qui tournent autour des champs magnétiques, des fréquences, ce qu'on appelle les ELF, les fréquences extrêmement basses. Des théories comme électromagnétiques, comme je disais, et comme a abordé Dean Radin dans son bouquin La conscience invisible qu'on citait tout à l'heure. Alors ce livre-là aussi, je rajouterais simplement, c'est le livre qui est utilisé dans la plupart des cours de parapsychologie qui sont donnés aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. C'est un livre de base. Actuellement, cette 5e édition de An Introduction to Parapsychology, c'est le livre utilisé pour faire des cours. Et donc, vous trouvez à la fin du livre des questions d'examen, où à la fin de chaque chapitre, on a l'impression d'avoir vraiment un traité. C'est vraiment très très bien fait, quoi. Très bon bouquin, en anglais, précisons-le. En anglais également, malheureusement. Donc, ces deux derniers bouquins, vraiment pour des gens qui veulent voir autrement la parapsie que parce qu'on en entend trop souvent de ci, de là. Très bien. Vous mettrez les références et les titres sur le site internet psilante.org, bien entendu. Bien entendu. Parce que comme ce sont des bouquins anglais, peut-être plus difficile à trouver. Ah, du tout. Sur des à la sites, Fnac ou chez Amazon, à la page, tous les sites de Vous êtes de contre vente. les libraires, vous, Pierre. Non, du tout, il faut pas négliger les libraires. Ils sont. C'est ce que je voulais dire. Ils ont la vie difficile, oui, je sais bien. Donc il faut du tout les négliger, mais bon. On peut les commander à travers son libraire habituel, sans problème. Voilà. Donc vous nous mettrez les références sur le site psilante.org. Tout à fait. Bien. Merci. Le temps qui nous était alloué est arrivé à son terme. Dans quelques instants, discussion pendant 1 heure avec Emmanuel Ransford, le physicien, pour parler de physique quantique précisément. Renaud Évrard, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, puisqu'on se retrouvera maintenant l'année prochaine. Et oui, bonne fête. En 2008. Soyez prudents, n'abusez pas trop. Oui, bien sûr. Et revenez-nous en bon état pour repartir avec des dossiers passionnants et encore de beaux témoignages, de belles histoires, j'espère, à analyser ensemble. Pierre Massias, de même. Eh bien, bonne fête à tous. Oui. Et rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine en 2008. Merci Renaud Évrard, merci Pierre Massias. Dans quelques instants maintenant, les aventuriers de l'étrange continuent. Je vais avoir le plaisir de recevoir le physicien Emmanuel Ransford.